Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes député européen, vous avez fondé avec d'autres le parti de gauche. À l'élection présidentielle de 2012, il faut le rappeler, vous avez recueilli 11% des suffrages. Vous avez été sénateur de l'Essonne, ministre de Lionel Jospin et vous êtes opposé, très opposé, on le sait, au gouvernement de M. Valls et au président de la République, François Hollande. Vous les avez bien connus lorsque vous étiez membre du PS. Vous dénoncez sans cesse l'austérité, la rigueur, la dérive libérale. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. Et c'est Corinne Laurent qui pose la première question. Alors on est à moins de 20 jours d'élections départementales. Quelle est votre stratégie à vous? Le président de la République, le Premier ministre ont pris le Front National comme adversaire principal. Vous, comment allez-vous aller chercher, arracher ces électeurs qui ont échappé à la gauche? Oui, Jean-Luc Mélenchon. alors, c'est-à-dire votre question comporte deux aspects, donc c'est un peu... Je vais essayer de répondre aux deux. D'abord, le président de la République et le Premier ministre ont pris pour cible le Front National. Je vous rappelle que quand j'en ai fait autant pendant l'élection présidentielle, ils m'étaient reproché de leur donner une importance qu'ils n'avaient pas. Donc c'était bien moi qui avais raison et eux qui se trompaient. Et maintenant, qui entretient et crée le phénomène Front National, c'est d'abord une situation économique, sociale, politique, de détresse aussi culturelle, dont la principale responsabilité vient du fait que les Français ont voté pour un changement social et économique, et c'est le contraire qui s'est produit, c'est la continuité. Donc il y a eu une grande mystification de plus, et la colère s'exprime pour l'instant dans le fait que les secteurs qu'influence le Front National sont plus en dynamique que le reste. Je demande qu'on mette les choses à leur place. Dans l'élection européenne, par exemple, le Front National a mobilisé 4 millions des 6 millions qu'ils avaient eu à la présidentielle. C'est-à-dire qu'ils mobilisent mieux leur électorat dans un océan d'abstention que le reste. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Comment nous mettre en dynamique? Les socialistes ont trouvé comme réponse que nous devons leur obéir et nous mettre en rang derrière eux au nom de l'unité. Alors, unité, travaillez le dimanche et taisez-vous. Unité, ceci, cela. C'est-à-dire toute leur politique socialement détestable, nous devrions l'avaler au nom de l'unité. Donc le Front National est un diable de confort pour le Parti Socialiste. C'est ce qui lui permet d'effacer les traces des dégâts, pense-t-il, qu'il provoque. Notre stratégie part d'une situation qui est extrêmement défavorable pour nous. Pourquoi? Parce que j'estime que nous n'avons pas su attraper la vague que nous aurions dû prendre et que notamment aux élections municipales nous nous sommes rendus, nous le Front de gauche, illisibles par le fait illisible. Tantôt nous combattions l'alliance avec les socialistes, tantôt nous étions avec eux, la confusion était à son comble. Et Madame Le Pen a totalement profité de ça et c'est bien normal. C'est une stratège, je le suis, et l'art de la stratégie commence d'abord par savoir reconnaître les moments où c'est plus vous qui avez la main. Donc que faisons-nous dans cette campagne? Nous essayons de construire la nouvelle gauche, la gauche de relève. Ce qui viendra après l'effondrement inéluctable du Parti Socialiste. Ça pour vous c'est clair? Oui, de manière politicienne, ils peuvent se survivre, trouver une astuce, mais sur le fond, c'est-à-dire de ce que la culture de gauche représente dans le peuple français, il est inéluctable que cette chose soit effacée. Cette chose, c'est la politique valso, je ne sais quoi, enfin bon, qui n'a plus rien à voir avec le socialisme historique et républicain. Donc, nous essayons de construire cette nouvelle gauche. Je dis bien... Nous sommes en train de le faire. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, par exemple, Europe Écologie Les Verts est allié au Front de gauche. Que la petite formation qui s'appelle Nouvelle Donne, qui est également issue du Parti Socialiste, est alliée avec nous. Que les socialistes affligés, autour de M. Limbanok, l'économie, sont aussi avec nous. Donc, nous sommes en train de construire la nouvelle gauche. Ça va prendre au moins le temps d'une élection départementale, et ensuite on se retrouvera aux élections régionales, où j'espère que, pratiquement dans tout le pays, nous aurons des listes unies qui regroupera toute cette gauche non gouvernementale, je veux dire au sens de qui n'est pas membre du gouvernement actuel, car gouvernementaux nous le sommes, et que moi j'appelle l'opposition de gauche. C'est ça votre objectif? C'est ça votre objectif? Ce sont plutôt les élections régionales? C'est un espèce de tremplin pour non, parce 2017? que vous savez comment ces choses-là, ça se prépare par étapes. Donc si on rate la première marche, l'élection départementale, il n'y aura pas la deuxième. Donc il faut absolument qu'on réussisse. Mais ça ne se verra pas le soir du premier ni du deuxième tour, parce que le ministère de l'Intérieur a tripoté les normes, les nuances, les étiquettes, et nous voici tantôt
pas en divers gauche, tantôt en extrême gauche, parfois en autre chose, parce que l'intérêt suprême du Parti socialiste, comme ne cesse de le répéter Valls, Le Foll et les autres, c'est de pouvoir dire le soir des résultats, mais de toute façon, il n'existe pas d'alternative à gauche, donc ou bien c'est nous ou c'est rien. Et évidemment, les gens choisissent rien plutôt que... Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir au Front National quand même, est-ce que vous ne pensez pas que la France tout de même se radicalise, ou est-ce que c'est seulement cette démobilisation de l'électorat du Front National qui est moindre que d'autres électorats? Non, c'est une radicalisation réelle. Politique dans notre pays et culturelle, bien sûr. Et qu'est-ce que vous n'avez pas su le pays. prendre? Mais attendez, on va en parler parce que je sais que ce qui est important, c'est de comprendre les phénomènes. La radicalisation du pays est le résultat de sa désagrégation sociale et républicaine. Les pouvoirs en place ont tout brouillé, rendu tous les repères illisibles. Bon, la France des départements, c'est la France de 1793. Hein. Bon, ça fait 2 siècles que ça dure, cette histoire. Alors, on a tout embrouillé, changé, découpé, enlevé, remis. On ne demande jamais son avis au peuple, mais on change continuellement ses institutions politiques. Deuxièmement, vous avez une campagne dans les élites politiques et culturelles du pays, orchestrée par la Pravda de la bien-pensance, qui est le journal Le Monde, qui encore hier consacre 2 pages au Front National. C'est tous les 2 ou 3 jours. Nous avons d'immenses... Oui, je sais qu'on ne doit pas dire du mal des collègues, mais moi je m'en fous, c'est pas les miens, d'accord. Donc 2 pages, c'est trop, c'est ça que vous dites. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ne comprennent rien à la psychologie de masse du fascisme, et je les invite à lire Wilhelm Reich dans le livre qui porte ce nom, Psychologie de masse du fascisme. Le fascisme fait d'une poussière humaine une force matérielle. C'est ce que décrit Wilhelm Reich. Donc, cette obsession à répéter sans cesse que c'est un danger, loin de pousser les gens à s'en écarter, les en rapproche. Qui plus est, voici maintenant depuis des mois, et en particulier depuis les meurtres odieux du mois de janvier, qu'on ethnicise tous les conflits en France. Vous allumez la télé, vous mettez une chaîne d'information en continu, et vous avez droit à l'antisémitisme et aux islamistes abominables. Et donc, comme si la France était située quelque part sur les bords du Jourdain et qu'on serait en train de s'entretuer entre juifs et musulmans. Non, la France, ce n'est pas ça. Mais créer cette ambiance, c'est une manière de tout ethniciser. Et vous savez que la politique, les programmes politiques, reposent d'abord sur des cultures. Et cette culture de l'ethnie, qui n'a rien à voir avec la pensée française, eh bien, cette culture de l'ethnie qui correspond à la logique du choc des civilisations que les Nord-Américains ont mis en place, eh bien, c'est le terrain sur lequel prospère le Front National. Si vous aviez tous les 2 jours 2 pages dans Le Monde sur les conflits sociaux, mettant en scène des héros des conflits sociaux, braves hommes et braves femmes qui prennent des risques. Si à la télévision, on voyait plus souvent des films comme ceux qu'on a vus l'autre soir, documentaires sur FR3, à propos de la famille de Vindel, vous verriez qu'immédiatement, le point de vue des Français changerait et que, quelle que soit sa religion, on se sentirait frère ou sœur de la personne qui pâtit avec vous des mêmes conditions, et que donc, nous aurions une autre vision des choses. Et alors, puisque je suis face aux chrétiens, oui, mais vous avez quelque chose à voir avec mon discours, quand bien même nous ne sommes pas de la même chapelle, si j'ose dire. C'est que le christianisme s'est présenté comme un universalisme. Et il a toujours pâti de la fermeture. C'est-à-dire que chaque fois qu'il est devenu une religion officielle, chaque fois qu'il est devenu un quasi-camp, il s'est rabougri. Tandis que lorsqu'il est devenu, il est resté sur sa base universaliste, qui est le point de départ, la fin de l'Empire romain, la traduction mystique de l'édit de Caracalla. Caracalla dit tout le monde est citoyen de Rome, et l'Église qui passe derrière dit ben, tout le monde est égal. Donc ce discours-là ne peut pas coller avec une ethnicisation religieuse de la société. Les chrétiens en France ont la même expérience que tous les Français. 2 siècles et demi de guerre civile pour ne pas arriver à mettre d'accord catholiques et protestants, et ils n'y parviendront jamais, sinon dans leur domaine, ce n'est plus mon affaire. Mais nous avons tout essayé en France, tout essayé, le massacre mutuel, la conversion de force, la déchristianisation de force, tout a été essayé. Seule la laïcité fonctionne. Et la laïcité, c'est aussi une attitude personnelle qui consiste à ne pas accepter l'ethnicisation et la transformation de tout conflit en un conflit religieux. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors, 2 questions. La première... Vous parlez donc d'ethnicisation. Qui a intérêt à ethniciser les conflits? Parce que si on écoute Marine Le Pen, elle n'est pas du tout dans la logique de l'ethnicisation, mais plutôt dans un discours républicain qui... Elle n'a plus besoin de faire le travail, hein. Il est fait par mais d'autres. elle pourrait... Enfin, à mon sens, mais peut-être contestez-vous cette version, elle ne joue pas sur ce caractère ethnique. Pas du tout.
Bah alors, Mais sur un d'abord, côté, Oui. sur l'inflexibilité républicaine, c'est ça son discours. Et là, il vous ressemble de ce point de Elle est vue-là. extrêmement habile. C'est pas d'aujourd'hui, je vais découvrir sur votre plateau que des fois elle récite des passages entiers. Elle le sait peut-être pas, je sais pas qui lui prépare ses discours. Mais les thèmes, jusqu'au thème, j'ai démarré le thème de l'économie de la mer, pouf, je le retrouve dans sa bouche. Alors pourquoi agit-elle comme ça? Parce qu'elle a plus besoin de faire le travail. Ce travail est fait par d'autres. Consultez sur Internet. Pourquoi et qui? Attendez, consultez sur Internet ce que racontent les candidats aux élections départementales du parti de Mme Le Pen. Vous verrez que ce n'est pas du tout le point de vue qu'elle est en train d'exprimer. Et elle s'est glissée dans les habits du républicanisme. Pourquoi? Parce que seule la République fait consensus en France. Et que le rôle de quelqu'un qui aspire à diriger le pays, que ce soit moi, que ce soit elle, nous ne pourrons jamais partir de moins que de la République. Ici, autour de cette table, nous sommes certainement d'avis extrêmement divers. Mais tous, nous nous retrouverions sur la République. Peut-être pas vous, mais au moins, on se retrouvera. Sûrement, vous aussi. Nous nous retrouvons. Tout dépend de ce que vous entendez par république. Voilà. Mais on est tous d'accord pour dire que nous ne voulons pas de roi ni de religion officielle. Non, je sais pas. Bon, vous peut-être. Bon, en tout cas, nous nous retrouverons sur la République, j'en suis certain, pour, disons, le 90% des Français, et le 10% restant a bien le droit de ne pas être d'accord avec nous, du moment qu'il reconnaît que c'est nous qui avons gagné et que c'est la République qui dirige. Pardon? C'est un déguisement pour Marine Le Pen? Évidemment. C'est ça. Oui, mais si elle a pris la place, c'est que les autres l'ont abandonnée pour une logique que vous dénoncez, qui est celle de l'ethnicisation. Oui, non, mais ça c'est vrai. Alors, vous m'avez pas répondu sur la question qui a intérêt à faire ça. Alors attendez, déjà Qui est vous dites derrière parce que les autres ne l'ont Jean-Luc pas fait, ne soyez pas injustes. Vous me faites penser à Madame Badinter qui dit seule Madame Le Pen défend la laïcité. Mais il faudrait savoir, pendant des mois et des années, je n'ai pas pu aller sur un plateau sans me faire traiter de laïcard parce que je suis contre la présence du religieux en politique. Et tout d'un coup, au moment où l'on fait les comptes, au moins qu'on donne à chacun la part qui lui revient, dans le désastre qui s'annonce, du moins aurais-je tenu tranquillement, fièrement, ma bannière républicaine intransigeante. Bon, alors qui a intérêt? Tous ceux pour qui l'ethnicisation des conflits est un moyen de se dispenser de parler du reste. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de juifs et de musulmans, pendant qu'on oppose des religions, on ne parle pas du social, on ne parle pas du culturel, on ne parle pas de géopolitique, ou plus exactement, on en construit une. La géopolitique du bien contre le mal, vieux thème bouchiste, les terroristes contre la démocratie. Qui a intérêt, ou c'est une forme d'américanisation? Fondamentalement, c'est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est la théorie du choc des civilisations qui se répand comme un venin à travers le monde entier et qui trouve localement des points d'appui. Par exemple, en Europe, le point d'appui de la théorie du choc des civilisations, c'est, ça va vous paraître très étrange, l'Allemagne. Le gouvernement allemand, pardon, je sais qu'il faut toujours faire très attention et réciter la mantra d'un bout à l'autre. Le gouvernement allemand de la CDU-CSU réactionnaire de Madame Merkel et Schäuble, n'est-ce pas? Donc après, pour faire plus court dans l'émission et gagner du temps, nous dirons le gouvernement allemand. Donc, voilà. Eh bien, le gouvernement allemand est dans une logique, par rapport à cette théorie, je demande qu'on m'entende bien, le gouvernement allemand, la droite conservatrice allemande, a toujours été ethniciste. La nation allemande est une nation qui affiche sur le Bundestag dem deutschen Volk, c'est-à-dire le peuple au sens de l'ethnie allemande. Par conséquent, ceux qui sont les mieux placés par rapport à ça, les plus enclins dans cette pente, c'est le gouvernement allemand. Et le gouvernement allemand instille à toute l'Europe une politique qui est faite de régionalisation, qui est faite d'individualisme qui ne tient aucun compte des structures politiques, mais complètement des structures ethniques et culturelles. Bon. De soutien aux minorités. En fait, ce que vous appelez ethnicisation, c'est le soutien aux minorités culturelles. Que l'Allemagne soutient les langues régionales, par exemple, aux minoritaires. On se disputerait, vous et moi, sur quelle définition on donne des minorités. Parce que, pour prendre l'exemple, puisque vous évoquez les minorités régionales, qui en effet, il y a des minorités régionales en Allemagne, l'Allemagne est un agrégat du 19e siècle. Hein. Bon. Les multiples principautés allemandes avaient aussi des fondements historiques très lointains et très profonds. Bon, ça se discute de savoir si la Sarre est aussi allemande qu'elle en a l'air. Bon, tout ça, nous le savons. En tout cas, les gens un peu cultivés le savent. Et regardez la part de l'Allemagne au fait que c'est répandu partout l'idée qu'il y avait des minorités culturelles qui, de fait, étaient des minorités politiques et des minorités, des peuples minoritaires. Ça vient de là. La charte des langues régionales, au point de départ, est instituée par une organisation qui s'appelle la Fédération ethnique européenne. Bon, ces gens-là ont un lien direct avec le Congrès des peuples, qui était financé par la diplomatie du gouvernement allemand des années 30.
pour instituer les droits des minorités. Au début, ça avait été pensé par les Américains comme une des méthodes pour empoisonner la vie du camp de l'Est. Et en effet, il y a des problèmes à l'Est, puisque vous avez des Hongrois chez les Roumains, des Roumains chez les Hongrois, donc ça tombait très bien, ça permettait d'y fiche une pagaille qui était utile. Bon, mais maintenant, quel est le sens de tout ça? D'avoir créé l'illusion qu'il y aurait autant de peuples qu'il y aurait de régions en Europe. Et vous voyez la classe politique bien élevée française faire des gargarismes sur le fait que les Länder c'est génial, qu'on va faire des grandes régions pour ressembler aux Länder, quand bien même les régions françaises avaient déjà une superficie supérieure à celle des Länder allemands. On fait du German bashing, quoi. C'est ça qui paye aujourd'hui. Je ne sais pas. Écoutez, vous avez tendance à tout transformer en spectacle. D'abord, German bashing, dites-le en français, s'il vous plaît. Bah, le dénigrement Voilà. du teuton. Voilà. Non, ce n'est pas ce qui marche en ce moment, monsieur. C'est une culture profonde chez moi. Les Allemands nous ont envahis 3 fois. L'histoire de France est faite de cette relation. Et si vous voulez aller plus loin, les empereurs romains ont cramé leur vie à être sur la frontière là-bas. Bon. Et la vraie frontière de l'Europe culturelle, c'est celle qui sépare l'Empire romain, les lignes de l'Empire romain. D'un côté, la cité et les citoyens, de l'autre côté, la tribu et la horde. Si vous ne savez pas ça, vous ne savez rien sur l'Europe. Pour vous, ce limet, c'est toujours réel. Mais il faut donc traiter avec lui. Oui. Ce que je dis que la réelle politique, c'est du cynisme. Mais l'irréel politique, c'est un angélisme extrêmement dangereux. Il faut traiter avec les Allemands, comme des gens avec qui nous n'avons aucun intérêt à nous battre. D'accord? Nous avons intérêt à la paix. Donc la paix, ça se travaille, ça se prépare. Ce n'est pas un état de nature. C'est un résultat politique. Et la paix n'est possible avec les Allemands que sur la base de la stricte égalité. Stricte égalité. Adenauer, De Gaulle en convenait. Il aura fallu les improvisations de Jacques Chirac et une certaine ignorance politique et culturelle des énarques socialistes pour penser que tout ça s'était dissous dans le bisounours. Le résultat, c'est que nous avons un monsieur Schauble et une madame Merkel qui donnent des leçons à la France, qui nous disent comment nous devons gouverner notre pays pour ressembler à la République des personnes âgées par retraite, par capitalisation des Allemands. Je ne le supporte pas. J'ai le droit de le dire, non? Juste une question. Comment avez-vous pu vous laisser séduire par Marx et Engels, alors, qui sont quand même... Voilà la confusion. Mais attendez, mais ne citez même pas Marx et Engels, remontez à Kant. Oui, mais toutes vos références... Non. Commençons par Kant. C'est quand même européen. Mais non, monsieur, c'est allemand. Et c'est universel. Voilà. La pénicilline est L'Allemagne n'est pas dans universelle, l'Europe. Karl Marx est universel, Kant est universel, Goethe est universel, Jean-Jacques Rousseau est universel. C'est-à-dire que les œuvres de l'esprit, lorsqu'on s'arrache à son ethnie, lorsqu'on essaye de penser l'humain, deviennent universelles. Est-ce que c'est à vous que je vais apprendre ça? Il paraît que c'est vous le chrétien, c'est pas moi, non? Voilà. Donc vous le savez, qu'on accède à l'universel par l'arrachement au particulier. Ça ne veut pas dire la négation. Donc ce que je dis, vous m'aurez mal compris, je ne suis pas anti-allemand. Je vous supplie de m'entendre, de ne pas caricaturer tout le temps, de ne pas dire c'est du German bashing parce que je critique le gouvernement de la droite, CDU, CSU de Madame Merkel et M. Schauble. Ça vous est indifférent de savoir qu'un peuple comme la Grèce, qui quand même veut dire quelque chose pour vous, non? Eh bien, qu'un peuple comme la Grèce, au moment où il a voté, soit traité par M. Schauble d'une manière tellement insolente, méprisante, hautaine, qu'on n'a pas pu mettre dans la même salle M. Varoufakis, ministre de l'économie grecque, et M. Schauble. C'est une situation insupportable. Et que la Grèce ait dû négocier le pistolet sur la tempe avec les ricanements de M. Schauble parce qu'on menaçait de couper les liquidités financières à la Grèce est insupportable. Si vous ne voyez pas la responsabilité que le gouvernement allemand a là-dedans, que vous croyez que tout ça tombe du ciel, eh bien vous vous trompez et vous ne comprenez pas l'histoire réelle. Et ceux qui ne comprennent pas l'histoire réelle ne peuvent pas gouverner la France. Parce que la France est une grande, vieille nation qui n'est pas républicaine par hasard, qui n'a pas été jacobine par hasard, qui n'a pas été laïque par distraction, mais comme résultat d'une partie de l'histoire de l'humanité. Et ça, elle le met en commun. Elle l'offre aux Allemands, elle l'offre aux Italiens, elle l'offre aux Grecs. La France est grande parce qu'elle est universelle. Et dessus, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Pas le peuple français, den deutschen Volk, honneur et patrie. Liberté, égalité, fraternité. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon, pour cette explication historico-culturelle de notre devise républicaine. Nous allons marquer une première pause. Nous avons encore beaucoup de sujets. Nous avons encore beaucoup de sujets à aborder. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon est interrogé par
Alors Corinne Laurent pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question. Alors vous parliez tout à l'heure de laïcité. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout de même que les religions aient un rôle important dans cette, j'ai envie de dire, ce travail d'unité républicaine, parce qu'un citoyen est aussi constitué parfois de sa foi, de ses convictions religieuses, qui l'inspirent, qui construisent son raisonnement parfois politique. Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais confondons pas laïcité et propagande pour l'irreligion. Bon. Cependant, s'il vous plaît, bon, d'accord, ici nous sommes face aux chrétiens, mais tenez compte du fait que vous êtes assez plein de la déchristianisation de la France pour maintenant en prendre acte. C'est-à-dire qu'un nombre considérable de nos concitoyens n'ont pas d'adhésion religieuse. Bon. Et cela, je voudrais parler un instant en leur nom, commencent vraiment à en avoir par-dessus la tête d'être invités de force à des querelles qu'on leur impose entre ceci et cela, matin, midi et soir, et dont ils n'ont rien à faire, et que pour certains d'entre eux, ils considèrent comme des effets d'une névrose collective. Bon. Je mets ça de côté, mais je vous rappelle que c'est la majorité des Français qui n'a pas d'engagement religieux, de pratique religieuse, même si on sait bien que aux heures décisives, souvent certains reviennent à des pratiques religieuses dont ils ne savent rien. On sait tout ça, mais on parle de la réalité humaine, d'accord ? Maintenant, est-ce que la religion est constitutive de l'identité d'une personne ? Bien évidemment, comme la poésie, comme la littérature, comme l'amour, bien sûr. Et la religion, la conviction religieuse, aide chaque personne à constituer son propre jugement, son appréciation au moment où on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire qui est bien pour tout le monde. Car en République, on ne dit pas ce qui est bon pour soi, on dit ce qui est bon pour tous. Donc la question, c'est comment conjuguer tout cela, justement. Mais c'est très simple, que Oui. chacun le fasse en lui-même, lui-même. sans empoisonner la vie publique. Pourquoi ? Parce que la vie publique ne peut être faite que de confrontation d'arguments rationnels. Vous me dites une chose, je vous en réponds une autre, et j'en suis pas d'accord. Mais si vous commencez la discussion en disant « Dieu l'a dit, alors c'est comme ça » et on n'en parle plus, alors ça va pas. Ou si c'est moi qui viens et qui vous dirai ce que je ne ferai jamais, c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est ça qui est vrai. La vérité, comme vous le savez, au sens scientifique, est toujours relative et elle recule à mesure que le savoir s'accroît, en même temps que l'ignorance elle-même croît, parce qu'on se rend compte qu'on en sait moins en moins, plus on sait. Tout ça, vous le savez comme moi, c'est la culture classique, humaniste, Benjamin habituelle. Rosier. Alors pour glisser un petit peu plus, l'enseignement du fait religieux, est-ce qu'il ne nous permettrait pas aujourd'hui à l'école de comprendre un peu plus ce qui se passe et de peut-être prévenir certains comportements chez des jeunes de radicalisation, ne serait-ce que pour mieux se connaître, donc mieux Mais vivre ensemble. écoutez, vous me Jean-Luc consternez. Le fait religieux est enseigné à l'école. De quoi parlez-vous? C'est déjà dans les programmes. Véritablement? Mais il est dans les programmes. Les programmes, vous avez qu'à demander à un professeur si vous en connaissez un. Mais encore heureux. Il ne s'agit pas d'aller faire ça. Mais enseigner l'existence des religions et en gros les dogmes qui les constituent. Oui. Mais c'est déjà fait, donc arrêtez. sûr que les jeunes sont gens au courant. réinventent l'eau chaude Vous êtes sûr que les et le jeunes fil sont à au couper le courant, beurre à intervalles réguliers. Oui, C'est pas vous ça êtes que vous aussi sûr devriez que vous ça demander. Oui. Vous devriez vous demander si on enseigne sérieusement à l'école l'histoire de la Grande Révolution française qui nous constitue comme peuple français ça, c'est et vrai dans aussi. lequel il y a à la fois Oui, c'est nos, enseigné, nos- vous nos savez. avancées et nos erreurs. Parce que dans la Grande Révolution, socle on a commun essayé de faire un clergé dominé par l'État. D'ailleurs, on a voulu lui faire jurer, c'était très utile, mais inadapté au moment. Le faire jurer sur la Constitution, l'Église quand même n'a reconnu la République qu'en 1920, je me permets de vous le rappeler. Elle n'a reconnu le suffrage universel en 1906, elle continue à le condamner. Donc c'est pour vous dire que l'histoire de France est aussi faite de ce conflit. Mais ce conflit, nous devons avoir la sagesse de distinguer ce qui relevait du cléricalisme et de ce qui relève de la foi. Et aujourd'hui, le cléricalisme, il est dans le communautarisme. Vous avez un clergé arrogant dans le communautarisme. Lorsque M. Kuckerman parle, au nom de prétendus conseils soi-disant représentatifs de je ne sais quelle institution juive qui n'existe pas, il s'exprime comme un clérical s'exprimait au XIXe siècle. Il fait prévaloir un intérêt communautaire sur toute autre considération. Et il l'inflige au président de la République, au Premier ministre et à tous les ballots qui acceptent une fois par an d'aller se faire se maltraiter dans cette réunion communautariste, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec les Juifs de France, parce qu'il n'est pas du tout représentatif. Et les Juifs de France, eux aussi, en ont marre. Ils voudraient qu'on leur fiche la paix, qu'on les laisse tranquilles être juifs sans que tous les 5 minutes, on vienne le leur rappeler, parfois pour les insulter, et d'autres fois pour les cajoler d'une manière inacceptable. Et de même pour les musulmans, et les catholiques qui sont les plus discrets dans l'affaire, eux, ils demandent rien. Donc c'est encore mieux. Ils sont trop discrets ou ils sont discrets comme il faut, à votre avis? Mais quoi, les catholiques, catholiques. dans le moment, on ne peut pas dire que c'est eux qui posent le plus grand problème. On a des débats avec l'Église catholique, des débats sévères, graves.
sur la question du droit à l'avortement, On va y revenir, sur oui. la question de la fin de vie. la place singulière de l'homosexualité dans la condition humaine. Est-ce que ça discrimine ou est-ce que... Bon, voilà, est-ce que c'est David et Jonathan ou bien est-ce que c'est autre chose, hein, c'est les bûchers de l'Inquisition. Donc tout ça, ça se discute. Ce sont des débats Mais on peut en sérieux, parler, on peut en parler. honnêtes, responsables. Ouais, d'accord. Mais je n'ai pas vu que l'Église catholique, à part sur ces questions sur lesquelles moi je suis en désaccord absolu avec elle, bon, est une intrusion dans la société aussi permanente et aussi violente qu'on voit d'autres le pratiquer, et en particulier les sectes. Et là, je pense que nous ferons bloc, parce que la secte de l'Église de Scientologie ou d'autres sectes de cette nature, comme nous les punissons, non pas pour leurs croyances, ils peuvent bien croire ce qu'ils veulent, mais pour leurs pratiques, qui ne sont pas conformes à la loi, nous sommes traités par les États-Unis d'Amérique comme un pays sectaire qui combat la liberté religieuse. Donc vous voyez que les débats que nous avons à avoir aujourd'hui, il faut les situer aux bons endroits, et pas aux endroits où ils n'ont pas à être. Alors, quels sont les bons endroits? Le droit de blasphème, le délit de blasphème doit être aboli en France. L'Église catholique l'a demandé ailleurs qu'en Alsace-Lorraine. Et je crois, pardon, non, je me trompe. Je suis en train de dire, Oui. les religieux d'Alsace-Lorraine ont dit que ils pouvaient s'en passer. D'Alsace-Moselle, pardon. D'Alsace-Moselle. Par conséquent, il fallait toute l'ignorance et en quelque sorte le clientélisme absurde qui a été celui de François Hollande à un moment donné pour proposer de mettre la laïcité dans la Constitution où elle est déjà et d'y rajouter la spécificité du Concordat, ce qui revenait à mettre Dieu dans la religion, dans la Constitution. Ce qui est absurde puisque les religieux d'Alsace-Moselle ne le demandent pas et demandent même l'inverse. Donc en France, nous devons abolir le délit de blasphème pour que la grande nation française puisse dire une seule loi, la même pour tout le monde. Et donc vous n'êtes pas, vous, les illuminés, garants d'aller dire ce qui est un blasphème ou un pas. Ça, c'est votre droit, mais d'aller punir ceux dont vous vous en sentez coupables. Et surtout, ça nous permettrait de dire au reste de l'Europe que nous chérissons tout le reste du temps pour son ouverture d'esprit, sa générosité, sa largeur de vue. Sauf que le blasphème est un délit dans toute une série de pays européens, comme la Pologne et ainsi de suite, et à des degrés divers. Voilà. Donc nous avons à rectifier d'une manière laïque l'Europe. Sauf que nous ne le faisons pas, puisque nous sommes là au contraire à cajoler toutes les différences, à les sanctifier, à les exalter, plutôt que de voir ce que nous avons en commun européen, c'est que nous sommes tout bêtement des êtres humains, d'accord sur à peu près rien. Un point, Jean-Luc Alors, Mélenchon, parce que... on a beaucoup de questions à poser. Il y a Corinne Laurent qui voudrait poser une question pour la Croix. Oui, je voudrais savoir, Encore beaucoup de pensez-vous que c'est le rôle de l'État d'organiser l'islam de France, en tout cas d'impulser une réforme de son organisation? Jean-Luc Mélenchon. Mais on a déjà essayé, c'est ça qui est fou. On a déjà essayé, on a fait la même chose aux catholiques, on l'a fait pendant la Grande Révolution. Et on a dit, alors maintenant vous allez jurer sur ci, jurer sur là, etc. Résultat, pouf, une pagaille indescriptible, parce que c'est contraire à la construction de l'Église catholique que quelqu'un ait juré de respecter quelque chose, si, le cas échéant, ça venait en contradiction avec le dogme, c'était le cas à l'époque. Donc on va recommencer avec les musulmans, le résultat sera le même. Vous aurez toujours des gens qui diront, mais moi j'en ai rien à fiche de vos histoires, et je ne me soumettrai à rien. L'État n'a pas à organiser la religion. Alors comment faire? Écoutez, chacun chez soi, l'État chez lui, la religion chez elle. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que nous n'avons pas à nous mêler. Alors, je sais que Valls a fini par entendre mon message, parce que quand ils ont commencé à parler de cette histoire, je leur ai dit, ah bon, vous avez l'intention d'organiser le contenu de la religion? Non, 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 disent-ils. Alors quoi? Puisque le reproche qui est fait de violence et de sectarisme est fait au dogme religieux. Donc vous pouvez toujours repeindre ça en français ou dans la langue que vous voulez, le dogme est le dogme. Le problème est posé aux croyants de savoir comment ils concilient leur pratique personnelle du dogme avec la loi républicaine. Voilà la contradiction. Elle n'est pas dans l'État, elle est dans la tête de ceux qui veulent pratiquer leur religion, et ils ont le droit de le faire, mais conformément à la loi. Il n'existe aucune liberté absolue dans ce pays, comme dans tous les pays, sauf une, la liberté de conscience. Mais la liberté de conscience, c'est là que ça se passe. C'est pas dans la rue. Je veux dire, c'est pas sous la contrainte que ça se passe. Et tout le reste est organisé. La loi rentre partout, elle rentre chez vous, elle rentre dans votre frigo à propos de ce qu'il y a dedans, elle rentre dans vos relations d'homme-femme, de couple. Un homme n'a pas le droit de battre sa femme, quand bien même il est marié avec, et ainsi de suite. Vous voyez ? Mais la loi est-elle suffisante sur ces questions-là? Mais oui, il faut arrêter un peu, d'en rajouter sans cesse. Il faut maintenant, je prends l'exemple des universités, je vois qu'il y a un débat qui a lieu. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? D'abord, on parle d'adultes. Donc on ne parle plus d'enfants, on ne parle plus d'enfants dont la conscience est en construction et que l'on doit protéger des dogmatismes, quels qu'ils soient. On parle de jeunes gens qui sont majeurs.
Par conséquent, leur situation entre sous le coup de la loi ordinaire. Alors déjà, on ne vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon. Mais pour le reste, la liberté de se voiler la tête, que voulez-vous qu'on y fasse? Bon, c'est un problème. Mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Et on le ferait avec gentillesse, en se rappelant d'où on vient. Dans ma famille chrétienne, tout le monde avait un voile sur la tête, toutes les femmes avaient un foulard. Et elles continuent à entrer dans les églises avec un foulard sur la tête. Et on ne va pas dans une église les bras nus, parce qu'il y a une espèce d'obsession névrotique des religions à l'égard du corps des femmes. Mais donc, si vous étiez secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, vous ne souhaiteriez pas légiférer sur cette question du voile à l'université? Je ferai attention. Voilà. D'accord? Il faut y aller doucement. Là, nous parlons de conscience, et de conscience de jeunes gens qui sont adultes, majeurs, et qui sont en formation. Il ne faut pas contraindre. Il faut convaincre. Vivre ensemble est un art que l'on fixe ensemble. Et la loi doit être respectée. Au-delà de la loi, on va entrer dans un régime extrêmement tatillon. Alors vous me direz, en Turquie, jusqu'à il y a peu, on ne pouvait pas aller à l'université avec un voile sur la tête. Bon, ça se discute. J'ai vu, moi, des gens voilés, j'en ai vu de toutes sortes. Alors bon, il y a ceux qui en rajoutent, parce que on voit que c'est pour provoquer la discussion. Et puis il y a des gens, bon, voilà, c'est comme ça. Ok, Louis Dauphren, une dernière question. C'est un plaidoyer donc pour la loi qui est l'armature donc du vivre ensemble républicain. Si on vous suit, pour la minute de silence après les événements de janvier, on s'est aperçu qu'il y a eu des problèmes dans les établissements publics de l'éducation nationale qui sont censés incarner cette laïcité dont vous faites le héros. En revanche, dans les établissements, selon nos informations, dans les établissements à caractère religieux, catholiques en particulier, il n'y a pas eu d'incident en particulier. C'est-à-dire que parce que la liberté d'esprit est moins grande. Non, parce que la question religieuse est naturellement traitée. Elle n'est pas évincée, elle n'est pas refoulée. Est-ce que la laïcité, en refoulant le religieux, ne se prive pas d'une capacité d'agir dans le monde aujourd'hui? D'abord, l'école publique est un lieu où l'on apprend, pas où l'on décrète. La laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, la séparation du péremptoire à l'argumenté, je vous dis ça en tant qu'ancien ministre qui a institué ce type d'enseignement dans l'enseignement professionnel, comme on passe du péremptoire à l'argumenté, c'est un apprentissage. D'accord? À l'école, on apprend. La laïcité, la tolérance n'est pas donnée. Ce qui est le plus instinctif, c'est j'aime pas celui-là parce qu'il est habillé comme ça, celui-là me plaît pas parce que voilà, ça se passe comme ça. Voilà. C'est le ressort ordinaire. Donc on apprend. Je suis content qu'à l'école publique, on ait appris à ceux qui ne voulaient pas faire la minute de silence pourquoi il fallait la faire. Il est possible que des enseignants se soient sentis désarmés, ne sachant plus que faire. C'est un problème de technique pédagogique. Enseigner est un métier. Je le dis aux Français qui ont l'habitude d'avoir tous un avis sur la question. Ils n'en auraient pas sur l'industrie atomique, comme on doit faire une centrale nucléaire, mais ils en ont sur comment on doit enseigner. Or, l'esprit humain est beaucoup plus délicat et fragile que le système d'une centrale atomique. Donc, c'est un métier, on peut être désemparé. Et donc, on va puiser dans les techniques de la pédagogie, comment mieux faire la fois d'après. Par conséquent, maintenant, faisons un petit arrêt. Moi, vous connaissez mes convictions. Vous connaissez mes liens avec l'équipe de Charlie, donc je pense que je ne serai pas caricaturé à la fin de cette émission. Pour moi, c'est évident de dire je suis Charlie, même si j'ai eu quelques belles divergences avec eux. Parce que Charlie, ça changeait tout le temps. Hein. Charlie était pour le oui en 2005 à la Constitution européenne et moi pour le non. J'aime mieux vous dire qu'en 2005, j'aurais pas écrit je suis Charlie, sauf s'il aurait été arrivé ça. C'est pour vous dire qu'il y a des gens que ça choque. Les lunes de Charlie. Mais racontez pas d'histoire, des fois vous-même vous êtes choqués. Mais c'est fait pour ça. Et moi aussi, des fois, je suis choqué. Je dis, ah bon, c'est fait pour ça. Donc nous faisons tous le recul qui nous consiste à dire, ils ont bien le droit de dire ça. Nous, on n'est pas d'accord. Ou bien, bon. Il n'y a pas de limite. Mais la limite, c'est celle qui est dans la loi. Si un jour vous décidez qu'on n'a plus le droit de représenter les sujets religieux dans l'humour et la satire, vous avez le droit de le proposer, vous avez même le droit de le voter, la République mais vous n'arriviez pas voté toutes les lois, mais attendez une seconde, juridique. Vous aurez rétabli le délit de blasphème, c'est tout ce que vous aurez fait. Or, comme l'a dit le philosophe Bell, il n'y a rien de plus stupide
que de se disputer sur les effets d'une cause qui n'existe pas. Excusez-moi de vous le dire quand même, il faut de temps en temps que vous rencontriez des mécréants. Donc depuis les lois Pleven, les lois Guesso, etc., vous n'auriez pas voté tout ça? Voter, quoi? Voter les lois Guesso, Pleven, etc. Si. Vous n'auriez pas voté ces lois-là? Non, non, Ce sont des lois qui, normalement, rappelle, protègent, sanctuarisent, voilà. soit certaines communautés, soit Oui. certaines mémoires, etc. Oui, ben moi je vote ça, bien sûr. Mais non, mais vous dites, alors dans ce cas, c'est Non, contraire à mais- la liberté de conscience. Mais ou- si vous voulez... Non, mais je vous ai dit que la liberté de conscience, c'est la liberté de conscience, personne ne rentre dans votre tête. Sauf les États-Unis d'Amérique qui surveillent votre Oui, ou la téléphone, liberté qui d'expression, contrôlent si votre vous voulez, compte en la banque, liberté- etc. la liberté Mais à d'expression. part les États-Unis d'Amérique, ça c'est le côté totalitaire. Vous avez le droit de penser comme vous voulez, Oui, vous monsieur. dites c'est la loi, mais la loi, elle évolue et chacun peut dire, vous avez le Mais droit de vous dire ça, avez ou- raison, Voilà. Donc, mais je vous voilà. donne raison, la loi Mais c'est évolue. la loi, oui. Donc vous choisissez. Moi, je choisis que certains faits et propos doivent être réprimés. Pour moi, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Vous avez le droit de ne pas être de mon avis. Mais en attendant, c'est moi qui ai gagné. Par conséquent, c'est ça qui s'applique. Vous vous soumettez à la loi. La loi ne forme pas votre conviction. Elle fixe la décision. Moi, je me soumets à des lois avec lesquelles je suis en désaccord total, mais je m'y soumets vous y parce soumettez. que je respecte la règle démocratique de la majorité. Donc, si vous voulez proposer demain qu'on ne fasse plus d'humour sur la religion, vous avez le droit de le faire. Et moi, à ce moment-là, je vous expliquerai que ça, c'est le délit de blasphème et je serai contre. Et à la fin, on votera. Et pourquoi si si vous êtes contre le délit de Ok, blasphème on va et en rester contre, là. enfin pour le délit de blasphème, en quelque je sorte. suis contre Enfin, le non, délit pardon. de blasphème. Pourquoi est-ce que vous êtes pour Oui. combattre La liberté le sur le délit de sujet. racisme et pas le délit de Parce blasphème? que ça n'a rien à voir. Mélenchon, Le votre racisme dernier est mot. une disqualification de l'individu en essentialisant une particularité. Alors, vous êtes blanc, pour certains, c'est insupportable. Vous êtes noir, pour d'autres, c'est insupportable. On essentialise, c'est-à-dire qu'on réduit votre personne à un aspect, et cet aspect est diabolisé et discriminé. C'est cette façon de faire que nous, républicains, ne tolérons pas. Nous n'acceptons pas ça, car nous pensons qu'aucune vie commune n'est possible. En principe, vous autres les chrétiens, vous devriez être d'accord avec ça. Mais je ne vous y force pas. En tout cas, nous, républicains jacobins, c'est comme ça qu'on voit la vie. Bon, ça c'est une chose. Le blasphème, c'est une opinion religieuse. Pardon de vous dire que nous discutons d'un effet dont la cause n'est pas prouvée. Car dire que quelqu'un insulte Dieu suppose que nous sommes d'accord pour dire que Dieu est là et s'en occupe, et qu'il a besoin de vous pour punir ceux qui lui parlent mal. Mais pour qui vous vous prenez ? Pour qui vous vous prenez? Vous prêchez un Dieu dont il faut que vous veniez à son renfort à coup de règlement et à coup de trick, mais il n'a pas besoin de vous. D'ailleurs, il n'a pas eu besoin de vous pour vous faire, paraît-il, si je vous lis. Quoique- Alors, de quoi vous mêlez-vous? De quoi vous la mêlez-vous? question reste entière. Restez avec vos blasphèmes chez vous. Dans votre esprit, vous avez le droit de dire « je n'accepte pas ceci ou cela ». Vous avez le droit de dire à vos enfants « je pense que tu ne dois pas dire ça, parce que ça n'est pas bien, parce que nous croyons ceci et cela, et tu nous blesses ». Ça, vous pouvez le faire. C'est du domaine de la discussion libre, de la conviction, pas de la contrainte. Mais la loi là-dedans, qu'est-ce qu'elle va faire ? Et alors, on aurait le droit de blasphémer quoi ou qui? La Sainte Trinité, oui. La virginité de la Vierge Marie, non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne vous mêlez pas de ça. Nous allons en rester à la loi, si vous voulez bien. Et la loi de Face aux chrétiens, c'est de marquer une pause maintenant. Il À la faut, fin parce de que- cette deuxième partie, vous l'avez entendu, notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon, qui est en pleine forme. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité Jean-Luc Mélenchon qui répond aux questions de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. C'est Corinne Laurent pour La Croix qui pose la première question. Oui, je voulais vous poser une question à propos de la 6e République. Vous avez lancé une pétition qui a recueilli 80 000 signatures. Et je voudrais savoir ce que vous allez faire de cette initiative. Alors, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'abord de vous en être aperçu, parce que dans ce pays, tout ce qui est sur le plan Internet, sur la toile, passe sous les radars des observateurs. D'abord de beaucoup de gens de presse, qui pour des raisons diverses méprisent ce domaine, et surtout de la caste politique qui n'y comprend rien, croit que c'est une occupation pour les jeunes. Bon, ils n'y comprennent rien. Or, l'agora publique aujourd'hui, c'est là qu'elle est. Le concret est dans le virtuel. C'est l'ère du peuple ? C'est l'ère du peuple. Le peuple se constitue à travers ces sortes de réseaux, et c'est une interactivité extraordinaire. Et surtout pour nous, gens de gauche, ça nous permet de réaliser une utopie de notre histoire, qui est l'horizontalité absolue. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est mon mérite. Hein. Après, je ne vais pas m'attribuer... Alors, votre 6e République, Moi, allez-y. j'ai fabriqué un truc extraordinaire. D'abord, les gens ont fabriqué les programmes, ce sont des jeunes gens qui sont venus, et c'est une marmite. Vous mettez les arguments, les éléments, et pouf, elle fonctionne toute seule. Nous avons donc créé le mouvement 6e République. Figurez-vous que ce n'est pas une pétition pour défendre les manchots empereurs ou les lapins des neiges. C'est pour demander une constituante
et le changement de la règle du jeu politique. Alors, sur le quelle peuple base français Sur quelle base doit se refonder. Il doit se refonder pour refonder son unité. Et il le fait à travers la politique et la règle du jeu commun. Donc voilà, primo. On change avec les méthodes du passé. Mais surtout dans le mouvement, ce qui se passe, on a d'abord ouvert une plateforme de discussion. Pchouf, ça s'est mis à discuter tout seul. Et ce n'est pas une question institutionnelle. C'est pas seulement la taille des départements. C'est qu'est-ce qui fait objet d'un irréversible de la loi en France et ce qui ne l'est pas. Par exemple, la règle verte. On ne prend pas la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. Ou bien le droit à gérer sa propre liberté de fin de vie. On pourrait le mettre dans la Constitution. Et d'abord, vous voyez le débat qu'on aurait, extraordinaire, formidable. Donc c'est quoi les refondant le caractéristiques peuple de votre français. 6e République? Et là, Vous gardez le Parlement attendez, ou... on va arriver à quelque chose. D'abord, je vous parle du mouvement. Pardon, j'en profite puisque je suis ici et qu'on ne me coupe pas la parole tous les 2 secondes. Le mouvement va constituer une assemblée représentative. Et on a proposé quelque chose à partir du débat extraordinaire. Il y aura 200 personnes de cette assemblée. 50 personnes sont tirées au sort. De ma vie, j'ai fait un truc pareil. Et je ne sais pas si c'est vraiment conforme à la doctrine républicaine. Le tirage au sort? Le tirage au sort de gens qui sont quand même d'accord sur un point fondamental, une constituante. Et je vois, chose incroyable, que des gens qui ont signé, le 20% de ceux qui sont tirés au sort disent « bon, d'accord, je viens », après avoir posé des questions. Nous faisons une élection en ligne. Je pensais qu'on aurait un mal de chien à trouver des candidats. 600 personnes se sont portées candidates pour être dans cette assemblée représentative. Ça signifie qu'il y a dans le peuple français une immense disponibilité à s'impliquer, à condition qu'on ne se moque pas de lui. Et là, l'horizontalité fait que, d'ici peu, j'aurai le bonheur, un acte politique majeur dans ma vie, je vais remettre les clés de la maison à des gens élus, j'aurai lancé un mouvement et ce mouvement s'appartiendra totalement. Et ça, Alors, pour moi, c'est un grand C'est quoi les événement. bases de cette 6e République? Alors, voilà mon idée. C'est faire que ce soit un thème incontournable de l'élection de 2017. Si en 2017, on recommence le blabla habituel, tout le monde sait que c'est bidon. C'est la grande élection, l'élection présidentielle, du coup, les gens vont pas aux autres. Mais ils savent que bon, la moitié des gens qui sont là sont des menteurs ou font le contraire une fois qu'ils arrivent, c'est-à-dire qu'ils font tous la même chose. La même politique, celle de Mme Merkel, de M. Chaobleu et des autres androïdes de la Commission Là, vous parlez européenne. comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Hum Vous parlez comme Marine Le Pen? Mais vous savez que Mme Le Pen nous empêchera bientôt de parler, car elle utilise le verbe avoir, le verbe être, le présent, le futur, le passé. Et donc, c'est vrai qu'il y a une grande... elle a préempté beaucoup du Allez-y, vocabulaire. poursuivez. Mais on peut aussi dire que Mme Le Pen parle comme moi, et je l'admets à contrition. Quand elle voudra renoncer à ses folies ethnicistes, pourquoi pas comme tout le monde. Tout le monde peut s'améliorer, votre c'est la 6e doctrine de base des Républicains. Voilà, tant pis pour vous, vous dites que je parle comme Mme Le Pen, mais Mme Le Pen, elle, je vous ferai remarquer que vous êtes mal informé, son père était pour la 6e République, on ne sait pas laquelle, mais elle a dit que la 5e République lui allait très bien, et que d'ailleurs, ça lui, elle se contenterait de le faire. Oui, mais monsieur, ça Avec change la tout. proportionnelle. Vous feriez bien de tous réfléchir à ça. Ouais. Si cette femme a le pouvoir dans le cadre de la 5e République, vous allez manger bon les petits. Parce que ses pouvoirs sont infinis. Et M. Sarkozy a, comme vous le savez, changé la Constitution. Une fois de plus, on l'a changé 22 fois sans demander l'avis du peuple. Mais il y a créé des choses incroyables qui ont fait se goberger toute la classe médiatique. On a dit « Ah, formidable, l'état d'exception, par exemple, l'article 16 Bon, le général de Gaulle a mis l'article 16. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. Donc il y avait des moments où, en effet, il fallait faire attention. Et bien là, on a institué que pendant 6 mois, autrement dit, ça pourrait durer 6 mois. Autrement dit, pendant 6 mois, il peut y avoir dans ce pays la suspension de toutes les libertés démocratiques et c'est constitutionnel. Il suffit qu'il y ait un trouble quelque Donc part. ça, vous allez le changer avec la 6e Je République. pense que la constituante, quand les Français se saisiront de ça, vous savez, ça a été fait dans des pays d'Amérique latine, c'est magnifique. Le peuple entier s'en mêle. Au Venezuela, ils avaient mis ça sur les paquets de pâtes et les paquets de riz pour que les gens se rendent compte des articles qui étaient en débat. En Équateur, c'est des files de gens qui venaient porter leurs revendications, leurs pensées. La constituante refondera le peuple français. Alors justement, vous voulez rendre le pouvoir au peuple, c'est le but de cette 6e République. Institutionnellement, quelle nouveauté? Alors, je sais, la constituante développera ça, mais quelle nouveauté, par exemple, vous? De ce que moi, je Ouais, parle. Là, institutionnellement, parce on qu'on fait a bien un peu la essayé part pas des mal de choses. Oui, Il y a la c'est 3e, difficile. la 4e, la 5e. Oui, Voilà. oui. D'abord, il y a tous les droits nouveaux qu'il faut introduire, dont nous avons pris conscience. Par exemple, il y a un débat qui est épuisé. Y a-t-il un intérêt général humain ou pas? Oui, il y en a un, parce on appartient tous au même écosystème. Donc voilà. Donc il faut que cette question-là soit présente sous la forme qu'aimaient les fondateurs de la République, c'est-à-dire une phrase, quoi.
la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. C'est génial, non? Mais c'est dit en une phrase. Hein. Eh bien là, il faut qu'on mette en une phrase, on ne prend pas la nature plus qu'elle est capable de reconstituer. Ça s'appelle la règle verte, et ça nous permet de régler le problème de la dette écologique dont on ne parle jamais, tandis que la dette financière, on en parle. Ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a la question de la liberté individuelle. C'est un grand débat actuel, très compliqué. Est-ce que, de même que nous avons choisi que le corps des femmes appartient à chaque personne, chaque femme est propriétaire de son corps, elle n'appartient pas à son mari, ni à ses enfants, ni à sa famille, mais à elle-même. Bon, c'est une décision qui a été très difficile à prendre. Bon, elle a été prise. Mais je vois qu'à chaque élection, il y a des gens qui veulent revenir là-dessus. Ça se concentre sur la question du droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, ça ne veut pas dire qu'on est pour l'avortement. Ça veut dire qu'on est pour que ceux qui le choisissent puissent le faire. Mais ceux qui choisissent le contraire ne sont pas obligés de le faire, n'est-ce pas? Eh bien, à l'autre bout, vous avez la question de la fin de vie. Est-ce que, dans les conditions de notre époque, nous reconnaissons à chaque personne le droit de se maîtriser, de se posséder jusqu'au bout et de décider d'éteindre la lumière soi-même? Il y a besoin d'une nouvelle chambre des députés pour ça, en fait? Parce que vous créez une sorte de parodie de chambre des députés. Parce que là, c'est un Il nous reste 3 La parodie, ça s'appelle une assemblée constituante, mon cher. Je comprends que les royalistes n'aiment pas trop ça, mais ils en ont un mauvais souvenir. Mais en quoi reflète-t-elle la diversité démocratique du pays? eh bien, ça peut être fait de bien des manières. C'est de la proportionnelle, par exemple? C'est de la proportionnelle. Ça peut aussi comporter une part de tirage au sort. Pourquoi pas? Moi, je suis moins bloqué que je l'ai été sur cette question. Et il faut une assemblée particulière. Il faut une assemblée de gens qui ne seront pas élus dans les assemblées suivantes. Il faut des gens qui soient du commun, comme on dit. Hein. Alors, je vais vous dire comment on ferait. Par exemple, on dirait, ben, celui qui siège ou celle qui siège à l'assemblée, il garde la paye qu'il avait jusque-là. Il est juste défrayé de ce que ça lui coûte de monter dans le train pour aller à l'Assemblée ou de... Bon, voilà. Donc des gens, et d'ailleurs ça serait un système assez valable pour le reste. Mais là on ferait comme ça. Et ce serait l'Assemblée du sens commun. Les gens diraient voilà, ça se discutera plus dans ce pays sans changer la Constitution. Sens commun, ça existe à l'UMP, hein, aussi. Alors, pardon? Ça existe à l'UMP, sens une commun. dernière aussi. question. On va Le sens commun, oui. alors On je va vais arriver vous au dire, terme de cette émission, d'où hein. ça vient. Le sens commun, c'est le sociologue argentin Ernesto Laclau qui a écrit un livre sur la raison populiste de gauche qui inspire le mouvement Podemos et bien d'autres dans le monde. Donc je ne crois pas, si l'UMP a pris cette expression, elle l'a empruntée à l'ultra-gauche latino-américaine. Une dernière question, on arrive au terme de cette émission. Une dernière question de Corinne Laurent, La Une Croix. petite question politique. Y a-t-il encore un espace de rencontre à gauche? On sait que vous lancez souvent des appels du pied aux écologistes. Voilà. Et eux, ils hésitent un petit peu entre leur autonomie et le retour au gouvernement. Est-ce que vous croyez que vous pouvez encore faire Syriza, Podemos en Bien France? sûr, parce que la vie est faite comme ça. D'abord, l'espace, il existe. Ça s'appelle les chantiers de l'espoir. Personne ne s'en est rendu compte, mais ça existe. Et c'est le seul endroit où vous avez une nouvelle donne, les socialistes affligés, Europe Écologie Les Verts en qualité, le Front de gauche, toutes ses composantes, plus différentes composantes associatives. Bon, donc ça existe. Et nous sommes en train de travailler à quoi? Un projet de gouvernement, c'est écrit dans les 3 premières phrases. Bon, donc on travaille. Sur le terrain, il y a des alliances dans des dizaines de cantons. Donc ça va créer du lien humain et tout ça. Et aux élections régionales, nous allons nous retrouver. Bien évidemment, vous avez raison, chacun va devoir se poser des questions. Nous, c'est simple, nous sommes pour être en autonomie. Ça nous a coûté assez cher, hein, de faire prévaloir cette idée. Bon, on y est arrivé. Aujourd'hui, il n'y a même pas 1,5 à 2% de candidatures communistes au premier tour avec les socialistes. Donc ça veut dire que la partie est gagnée, l'autonomie est acquise. Et donc, nous aurons les régionales puis les présidentielles. Est-ce que ça peut avancer? Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Le choix est simple. Ou vous allez au gouvernement et vous mangez du Valls, ou vous êtes dans l'opposition de gauche et vous proposez une alternative gouvernementale. La différence entre notre gauche et l'extrême gauche, c'est que nous prétendons gouverner. Moi, je ne me sens pas dans le rôle du prophète inspiré qui déclame une vérité Vous souhaitez gouverner à travers le temps. Voilà. Ouais. Il faut gouverner, il faut proposer. On a des centaines de propositions dont on ne peut jamais parler, concrètes. Vous avez pu en parler. Mais venez me faire parler de l'économie de la mer un jour, enfin, que je puisse vous expliquer comment on va relancer l'économie française. Ça sera pour une Vous prochaine avez des émission. questions, bah oui. Ça sera C'est pour comme une ça qu'on prochaine relancera, émission. parce que vous n'avez Ouais. pas parlé de la pauvreté, mais on est quand même sur une chaîne chrétienne, donc on peut en parler. Bon, la pauvreté, le problème de la pauvreté ne se règle pas en améliorant le sort des pauvres.
il se règle en sortant les pauvres de la pauvreté. Par conséquent, c'est une politique non seulement de l'emploi, ça ne se réduit pas qu'à ça, mais c'est une politique du partage dans la vie. Le plus faible, le plus handicapé, celui qui de toute façon ne pourra pas y retourner, on l'aide parce qu'il est notre semblable, notre frère ou sœur en humanité. Voilà. Voilà. Ça, c'est des idées. Hein. Notre prochain. Ça sera votre Pardon, dernier notre mot. prochain. Il est notre prochain. Vous appelez ça le Voilà. prochain et nous appelons notre semblable. Et nous Voilà. le faisons depuis le XVIIe siècle. Je vous Très invite bien. tous à aller à Champagné et vous verrez sur le mur comment un officier de cavalerie dit que si Dieu nous a créés, c'est que nous sommes semblables. Et le mot semblable vient de la franc-maçonnerie de l'époque. Voilà, ce sera le dernier mot de Jean-Luc Mélenchon. On a vu que vous étiez très en forme. À une Avec époque, vous, oui, on a parce pu que, dire que bon, vous étiez démoralisé. Je vois que vous avez le que moral les gens comprennent ce dont au on sommet. parle aussi. Merci à vous. Le prochain invité la semaine prochaine sera Florian Philippot, vice-président du Front National. Et voilà, nous parlerons Ça va probablement sortir le diable. d'autres choses. Peut-être. D'ici là, vous votre pouvez bénite la évidemment prochaine fois. retrouver notre émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci.